Le président kenyan Uhuru Kenyatta a inauguré en grande pompe une nouvelle ligne ferroviaire visant à asseoir la position du Kenya comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Financée à 90% et construite par la Chine, cette ligne de chemin de fer, le plus important projet d'infrastructure du Kenya depuis l'indépendance en 1963, devrait permettre de transporter dans des trains flambant neufs passagers et marchandises entre la capitale Nairobi et la ville portuaire de Mombasa sur l'océan Indien. Selon le gouvernement, cette infrastructure pourrait faire augmenter le produit intérieur brut du Kenya de 1,5% par an. Cette ligne ferroviaire n'est pas juste pour nous. Elle appartient à plusieurs générations à venir. The foundation that we lay today that will help lead. Sa construction nous amènera à un chapitre d'industrialisation au moment où nous développons certaines zones économiques. Cet investissement peut tout simplement faire monter d'un palier le marché du port de Mombasa, mais également augmenter le nombre de personnes employées dans ce port. Cela augmentera alors la prospérité du peuple de Mombasa. Cette nouvelle ligne ferroviaire offre par ailleurs une alternative compétitive au pénible voyage sur l'une des routes les plus dangereuses du pays. Le trajet par la route prend généralement 2 jours au camion, alors que le nouveau trajet en train durera 5 heures pour le transport des passagers et 8 heures pour les marchandises. Ce projet de 2,8 milliards d'euros, qui a permis de construire 472 km de rails, s'inscrit dans la perspective de relier l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Il ne lui reste rien. Nkutu a travaillé toute sa vie dans la mine d'or de Blyvoor-Edzert, au sud de Johannesburg. Mais il y a 4 ans, le site a été placé en liquidation judiciaire et a fermé du jour au lendemain. On s'en sortait bien, on avait à manger et puis tout ça s'est arrivé, notre vie a changé. Quand vous ne travaillez pas et que vous n'avez rien à manger, c'est dur. Plus de 1700 employés se sont retrouvés sur le carreau, sans indemnité de licenciement. La ville a été abandonnée à la pollution et aux pillards. C'est le vide total pour les communautés. Le gouvernement local ne prend pas ses responsabilités, surtout quand la fermeture est aussi prématurée et soudaine que dans le cas de la mine de Blyvoor. Quant à l'entreprise insolvable, elle s'en va et c'est tout. Blyvoor-Edzert n'est pas un cas isolé. Ces mineurs travaillent dans un foyer de travailleurs au nord de Pretoria, mais du travail, il n'y en a plus. Ils ont été licenciés après une grève en 2009 et aujourd'hui ils chassent des singes et des chacals pour survivre. Beaucoup sont malades. Il faut comprendre que quand on a la tuberculose, il faut manger. Sans nourriture, comment faire? Vous allez à la clinique, ils vous prescrivent des médicaments, mais vous ne pouvez pas les prendre le ventre vide. Ici non plus, le gouvernement n'intervient pas. Et les entreprises rejettent la responsabilité sur les partenaires sociaux. À qui la faute en cas de faillite? Est-ce que l'entreprise devrait offrir un filet de sécurité inconditionnel? Est-ce qu'elle doit pouvoir absorber le choc quand les syndicats se comportent de façon irresponsable? Et puis il y a aussi le comportement du régulateur qui n'a sans doute pas très bien réfléchi au problème. Pour la première fois, une ONG a décidé de poursuivre en justice les 2 derniers opérateurs de la mine de Blyvoor-Edzert. Si elle obtient leur condamnation, l'affaire pourrait établir un précédent pour toutes les communautés de mineurs abandonnées du pays. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de fèves de cacao est désormais livré par les producteurs à 500 francs CFA, un montant nettement en dessous du prix minimum fixé à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire. Une situation motivée par la fragilité économique des acheteurs, conséquence de la difficile situation des exportateurs, elle-même engendrée par la chute des cours mondiaux de cacao. En effet, à défaut de préfinancement des exportateurs pour l'acquisition des fèves auprès des producteurs et leur acheminement, les acheteurs n'ont d'autre choix que de puiser dans leurs propres réserves afin d'assurer les opérations.
Outre la fragilité économique des acheteurs, leur rareté sur le marché est l'autre facteur qui justifie la vente des fèves à un bas prix selon les producteurs. Les acheteurs habituellement présents au moins une fois par jour pour leur approvisionnement sont de plus en plus peu nombreux, soit une fréquence désormais estimée à au moins une présence chaque semaine ou tous les 10 jours. Les jeunes Africains veulent porter leur destin en main et jouer un rôle prépondérant pour le développement du continent. Dans un contexte mondial marqué par la recherche du progrès, de l'innovation et de la croissance, la jeunesse africaine mise sur les start-up qui sont des entreprises innovantes à forte potentialité de croissance. Réunis à Ouagadougou pour un sommet panafricain de haut niveau sur les initiatives start-up portées par les jeunes d'Afrique et de sa diaspora, la jeunesse africaine se trouve ainsi un cadre d'expression, d'échange et de partage d'expériences avec comme objectif booster les efforts des jeunes vers la recherche d'innovation. Pas seulement une opportunité pour créer des emplois, pour accélérer la croissance et le développement, mais c'est également une opportunité pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Pour la ministre burkinabé de l'économie et des finances, représentant le chef d'État Roch Kaboré, il est nécessaire pour les pays africains de créer les conditions à l'émergence des start-up qui sont une démarche innovante de lutte contre le chômage des jeunes. Lorsque nous voyons effectivement les jeunes à l'heure actuelle, ils ont des capacités de porter l'innovation, des changements rapides au niveau de nos pays. Et c'est pour ça que le gouvernement, qu'au mois de mars dernier, il y a un fonds qui a été mis en place pour soutenir les startups, 10 milliards de francs CFA. C'est un fonds de départ, cela veut dire que le fonds, nous avons essayé d'abonder, de trouver des ressources supplémentaires parce que nous croyons que c'est par là effectivement que le vrai changement va intervenir au Burkina Faso et en Afrique. Lancer le message à la jeunesse d'être davantage plus ambitieux, c'est le moment d'oser et de se tromper, mais que de ne rien faire. Ce sommet de Ouagadougou sur les initiatives start-up selon les organisateurs sera couronné par la mise en place de la plateforme globale des start-up portées par les jeunes d'Afrique et de la diaspora et le lancement d'un incubateur multisectoriel à l'échelle africaine. En novembre 2011, Sab Miller lançait au Mozambique la première bière commerciale composée à 70% de manioc. Son nom, Impala, comme l'antilope qui peuple les savanes d'Afrique australe. 4 ans plus tard, avec 100 millions de bouteilles vendues, c'est la 3e bière la plus consommée au Mozambique. Le choix du manioc n'est pas un hasard. Il vise à substituer au malt importé d'Europe ou d'Afrique du Sud une culture présente en abondance au Mozambique. Le lancement de la bière Impala a été une révolution pour l'industrie de la bière au Mozambique et pour les agriculteurs également, car cela a permis de donner une valeur commerciale à un tubercule qui jusque-là n'en avait pratiquement pas et que les agriculteurs utilisaient uniquement pour se nourrir. D'après l'entreprise, 7500 agriculteurs vivent de la production du manioc nécessaire à la fabrication de l'Impala. Comme ici, à Ribawe, au nord du Mozambique. Les tubercules sont transformés sur place en une pâte blanche afin de permettre leur transport. Le problème avec le manioc, c'est qu'il commence à pourrir immédiatement après avoir été ramassé. Donc il faut le transformer très rapidement. Ce sous-traitant néerlandais, Datco, achète tout le manioc que les paysans sont en mesure de produire et les accompagne pour qu'ils améliorent leur productivité. Mais certains paysans restent mécontents du prix d'achat. Nous souhaitons que les chefs qui viennent ici augmentent le prix au moins à 5000 métiquets la tonne. À 1500 la tonne, pour nous, il n'y a pas de bénéfice. De son côté, Datco estime que la situation va évoluer sur le long terme. L'entreprise souhaite que les producteurs de manioc passent d'une agriculture de subsistance à des marchés de grande échelle. Le problème, ce ne sont pas les prix, ce sont les volumes qui doivent augmenter. Et avec de plus grands volumes, ils vont commencer à gagner de l'argent. L'Impala est vendu surtout dans les zones rurales, pour 35% moins cher que les bières à base de malt. L'idée est de faire concurrence aux productions artisanales qui présentent souvent des dangers pour la santé des consommateurs.
D'ici 3 ans, Cervejas de Mozambique espère doubler le volume de production et le nombre d'exploitants agricoles. L'Impala deviendrait alors la bière la plus consommée au Mozambique. « 184 milliards de francs CFA, soit 300 millions de dollars, c'est le montant alloué au Sénégal par la Banque mondiale. Ce financement a été approuvé par l'institution financière le jeudi 25 mai 2017 à Washington, aux États-Unis. Ce montant servira au financement du projet pilote du système de bus rapides sur voie réservée à Dakar. L'objectif est de faciliter la mobilité urbaine, le déplacement de 300 000 passagers par jour dans la capitale sénégalaise. À cela s'ajoute la réduction de la durée des trajets dans les transports publics, notamment entre Guédiawaye, un quartier de la banlieue, et la gare routière de Petersen au centre-ville. Selon le ministre sénégalais du transport terrestre, ce projet améliorera les conditions de déplacement dans la ville de Dakar, où la population est estimée à 3,5 millions d'habitants et devrait atteindre 5 millions en 2030. Ces projets de modernisation des infrastructures entrent dans le cadre du PSE, Plan Sénégal émergent. Il engagera la construction de 3 terminaux de passagers et de 20 stations, ainsi que la fourniture d'une flotte de bus et d'un système de transport intelligent. Ce dispositif sera géré par un opérateur sélectionné dans le cadre d'un partenariat public-privé par CETUD, le Conseil des transports urbains de Dakar. Selon les perspectives de croissance révisées en début de ce mois de mai, le Fonds monétaire international avait prédit que les économies d'Afrique subsaharienne devraient progresser en moyenne de 2,6% en 2017. Un chiffre largement en recul par rapport à son niveau de l'ordre de 5 à 6% des 2 dernières décennies. Pour espérer une croissance forte et répondre aux aspirations d'une population jeune et croissante, les pays d'Afrique subsaharienne doivent, selon une publication du blog officiel du FMI, prendre en compte 3 préceptes. D'abord, assainir leur politique budgétaire, ensuite diversifier leur économie et enfin s'occuper de leurs populations les plus démunies. Le manque de réponse gouvernementale adéquate aux problèmes économiques de la région représente selon le FMI un sérieux handicap pour les pays qui peinent à décoller sur le plan économique. Même si certaines des raisons du ralentissement de la croissance de la région sont exogènes ou naturelles, comme la chute des prix mondiaux des produits de base et la sécheresse. Il ne lui reste rien. Nkutu a travaillé toute sa vie dans la mine d'or de Blyvoor-Edzert, au sud de Johannesburg. Mais il y a 4 ans, le site a été placé en liquidation judiciaire et a fermé du jour au lendemain. On s'en sortait bien, on avait à manger et puis tout ça s'est arrivé, notre vie a changé. Quand vous ne travaillez pas et que vous n'avez rien à manger, c'est dur. Plus de 1700 employés se sont retrouvés sur le carreau, sans indemnité de licenciement. La ville a été abandonnée à la pollution et au pillard. C'est le vide total pour les communautés. Le gouvernement local ne prend pas ses responsabilités, surtout quand la fermeture est aussi prématurée et soudaine que dans le cas de la mine de Blyvoor. Quant à l'entreprise insolvable, elle s'en va et c'est tout. Blyvoor-Edzert n'est pas un cas isolé. Ces mineurs travaillent dans un foyer de travailleurs au nord de Pretoria, mais du travail, il n'y en a plus. Ils ont été licenciés après une grève en 2009 et aujourd'hui ils chassent des singes et des chacals pour survivre. Beaucoup sont malades. Il faut comprendre que quand on a la tuberculose, il faut manger. Sans nourriture, comment faire? Vous allez à la clinique, ils vous prescrivent des médicaments, mais vous ne pouvez pas les prendre le ventre vide. Ici non plus, le gouvernement n'intervient pas. Et les entreprises rejettent la responsabilité sur les partenaires sociaux. À qui la faute en cas de faillite? Est-ce que l'entreprise devrait offrir un filet de sécurité inconditionnel? Est-ce qu'elle doit pouvoir absorber le choc quand les syndicats se comportent de façon irresponsable? Et puis il y a aussi le comportement du régulateur qui n'a sans doute pas très bien réfléchi au problème. Pour la première fois, une ONG a décidé de poursuivre en justice les 2 derniers opérateurs de la mine de Blyvoor-Edzert. Si elle obtient leur condamnation, l'affaire pourrait établir un précédent
pour toutes les communautés de mineurs abandonnés du pays.